Bonjour à tous, bienvenue dans ce live, cette nouvelle vidéo consacrée à un réalisateur mal aimé. Très mal aimé en règle générale, je dois avouer. Mais c'est un réalisateur que j'aime bien personnellement. Et j'ai appris qu'il y avait un livre sur lui qui allait sortir, en plus aux éditions Art Dark, donc j'ai réussi à le dire, je crois. Ou je me suis planté encore une fois. Non, je l'ai dit juste, je crois. Non, non, c'est bon. Donc je me plante toujours. Donc Art Dark, un livre qui sort sur lui, je me suis dit, ah bah tiens, parce que normalement, si on passe pas autant de temps à écrire un livre pour dire que c'est de la merde, donc j'espère que ça va être développé. D'ailleurs, on a pu lire quelques extraits. Et pour en parler, bah, j'ai l'auteur de ce livre avec moi qui va nous donner tous les petits secrets de Michael Bay. Alors, bonsoir, merci d'être avec nous. Bonsoir, merci de m'avoir invité. Et bah, merci d'avoir réussi à te libérer à cette heure qui, normalement, faisait pas partie de ton planning. Donc, merci beaucoup. C'est ça. Je viens d'endormir ma fille in extremis pour pouvoir être à l'heure à notre rendez-vous. Parfait. Et bah, alors, d'abord, je te laisse te présenter, puis ensuite, on attaque le sujet. Ouais, tout à fait. Donc moi, je suis Robert Rospion. Mon parcours, ça a été, en fait, moi, dans ma vocation, c'est d'écrire et de réaliser. Et j'ai suivi un cursus dans cet objectif-là. Donc j'ai fait enfin, ça a commencé, vu que j'ai toujours su que je voulais faire du cinéma, ça a commencé dès l'option ciné au lycée, puis ensuite les études à la fac, les licences, et puis après, très vite, je n'ai évidemment pas du tout exercé tout de suite dans le métier. J'ai eu d'abord un taf alimentaire, et puis j'ai développé des projets de mon côté, puis au gré des rencontres et du travail que je faisais, soit tout seul, soit avec des co-auteurs, j'ai pu mettre un pied un peu dans le milieu en tant que scénariste. C'est comme ça que je gagne mal ma vie actuellement. Et donc je développe des projets de long, des projets de série. J'ai travaillé sur de la VR, j'ai travaillé dans une boîte de jeux vidéo pendant un moment, et je continue donc de nourrir ces aspirations en fait, donc de pouvoir ensuite réaliser. Là, je viens de terminer un court métrage qui sera diffusé sur OCS à partir de début 2023 et qui j'espère qui entame une petite carrière en festival et qui j'espère va pouvoir m'ouvrir les portes que définitivement en fait celle que je veux. Et puis en fait conjointement à travers toute cette période là, j'avais également co-créé avec d'autres personnes qui faisaient partie du forum du site Première. À l'époque, on avait créé un site de cinéma qui s'appelait Film de culte, et en fait donc qui maintenant est un peu en train de péricliter parce que tout le monde est un peu passé à autre chose. Moi-même, je fais encore une critique par mois ou quelque chose comme ça. Mais c'est un peu comme ça que j'avais développé également aussi un goût pour l'écriture de textes critiques, de textes d'analyse sur le cinéma, sur des films, sur des auteurs, tout ça. Et depuis toujours, j'ai été fasciné par le cinéma de Michael Bay. Et on a fini par me pousser après avoir fait quelques threads sur Twitter où j'analysais certains des films de Michael Bay, à écrire un bouquin, et, euh, et j'ai fini par me lancer, en fait. Et, euh, et grâce à Aardvark, du coup, qui m'a donné l'occasion de pouvoir le faire, c'est enfin une réalité aujourd'hui. Donc voilà, le livre que vous voyez ici, donc le livre qui va sortir, comme on a dit, chez Art Dark Édition, Michael Bay, La fin de l'innocence. Est-ce que tu peux, donc tu nous as dit ce qui t'a mené à plus ou moins écrire ce livre. Quel était l'objectif en écrivant ce livre? Qu'est-ce que ce livre a comme objectif de faire comprendre aux gens? Alors, en fait, comme tu l'as dit en intro, le fait que c'est quand même un cinéaste qui est encore dénigré. Enfin, après, c'était pas uniquement un bouquin vindicatif qui est donné à tout prix à rétablir la vérité. Je le fais pas animé par la rancœur ou pensant que je peux rétablir la justice. Mais après, oui, comme je disais, moi, c'est un cinéaste dont j'ai vu dès le tout premier film que j'ai vu en salle. J'ai toujours suivi son cinéma et j'ai toujours été fasciné. Et c'est justement un cinéaste qui divise et qui rassemble un peu pour exactement les mêmes raisons. C'est-à-dire qu'on l'aime et on le déteste pour les mêmes raisons. C'est ce qui fait son cinéma rend certains totalement allergiques, et chez d'autres, au contraire, il marche à 100%. Et du coup, enfin, quand tu as une personnalité polarisante comme ça, je pense, est forcément intéressante. Et, et tout simplement, en fait, je pense que c'est un cinéaste, même si ces derniers temps, il commence à y avoir un peu une réhabilitation, c'est un peu un grand terme, mais moi je me rappelle qu'à l'époque, sur le site que j'évoquais tout à l'heure, sur Film de culte, en 2007, j'avais écrit un long texte sur déjà où j'essayais un peu de dénoter un peu les récurrences thématiques et esthétiques de son cinéma. C'était
peut-être le premier texte un peu approfondi qui existait sur Michael Bay, et aujourd'hui il y en a encore très peu. Il y a quelques années, il y en a un de Philip Gage sur le point pop qui a été écrit. Il y en a quelques autres. Des bouquins, par exemple, il en existe que deux en anglais. Un qui est auto-publié par un blogueur qui fait des critiques de scénario, et, euh, et un autre très pointu mais plus socio-économique, et qui est, je pense, une thèse parce qu'il est publié aux éditions de l'Université de Chicago. Et donc, en fait, moi, il y avait clairement un créneau, il y avait clairement une place à prendre, et il y avait surtout un sujet sur lequel moi, je me sentais légitime. Je savais que j'étais en mesure de pouvoir apporter enfin, des lumières. C'est un grand mot parce que je pense pas avoir la prétention d'avoir écrit autre chose qu'un ouvrage finalement assez scolaire, où voilà, j'essaie de pas trop partir dans la masturbation interprétatoire, même si je me permets certains trucs un peu de psychanalyse du dimanche à partir d'éléments biographiques qu'on connaît de Michael Bay. Mais voilà, c'était un peu l'idée de montrer que bah, non seulement enfin, déjà pas tellement de prouver que c'était un auteur, mais tout de même voilà, d'étudier qu'est-ce qui faisait son cinéma, que ce soit d'un point de vue esthétique, en quoi est-ce que ça témoigne de sa vision du monde, et en quoi est-ce que les références thématiques, parce qu'il y en a bel et bien dans sa filmographie, témoignent là aussi bah, de la manière dont il voit le monde. Et en fait, vraiment, l'axe qu'il y avait, et que j'essaie d'établir dans l'introduction du livre, c'est que pour un cinéaste comme lui, qui vient de la pub, et qui fait souvent preuve, des fois, d'un gros premier degré dans ses films, et à l'inverse, dans d'autres, d'un cynisme à toute épreuve, je voulais savoir un peu bah, quelle était la part de vérité, quelle était la part de réalité et de fiction, quelle était, enfin, et au final, en quoi est-ce que Michael Bay croit. Et c'est un peu dans le but de résoudre cette énigme que je voulais, bah, du coup, étudier son œuvre. Et, euh, et voilà, après, si j'arrive à surprendre des gens qui aiment le cinéma de Michael Bay mais qui ne s'y étaient pas forcément très intéressés, c'est cool. Si j'arrive à surprendre des gens qui s'étaient intéressés au cinéma de Michael Bay, qui ont déjà écrit dessus, c'est génial. Et si j'arrive à convaincre, c'est un bien grand mot, mais à faire voir la lumière à certains détracteurs, voilà, là j'ai tout gagné, quoi. Alors, je vais commencer par un truc un peu particulier, mais Michael Bay, dans ma tête, moi, j'ai parfois tendance, alors je sais que ce n'est pas du tout le même réalisateur, mais un peu à les confondre avec Roland Emmerich. J'ai l'impression que c'est un peu le même type de réalisateur, c'est-à-dire des gens qui s'amusent, qui font du spectaculaire, de la destruction, de l'explosion, on dit souvent ça de Michael Bay. Et puis, en même temps, ce qu'on dit souvent aussi d'Emmerich, c'est ce côté parfois un peu patriote, un peu des drapeaux américains. Qu'est-ce qui les rapproche et qu'est-ce qui pourrait les différencier comme ça? En fait, ce qui est assez particulier chez Emmerich, c'est que, enfin, en fait, Emmerich, dont j'apprécie certains films, et je reconnais le talent pour un certain genre de cinéma, il a quand même toujours eu un côté un peu wannabe. Enfin, c'est un peu un copycat. Il avait toute sa période où c'était un peu un wannabe Spielberg avec ses premiers films. Il a fait une espèce de sous E.T. qui s'appelle Joey, ou le titre alternatif c'est Making Contact, je crois. Ensuite, Stargate, c'est très Indiana Jones et encore du troisième type. Independence Day, il y a encore du Spielberg. Godzilla, il y a encore du Spielberg. Et maintenant, il est un peu rentré dans une phase justement où il a un peu envie d'être Michael Bay. Quand on regarde White House Down, Midway, enfin White House Down, c'est vraiment à certains aspects c'est plagié sur The Rock. Midway, c'est du sous Pearl Harbor, c'est dire le niveau. Et Moonfall, c'est un peu un sous Armageddon. Après, ce qui est particulier avec Roland Emmerich, c'est que c'est pas un Américain justement, donc il y a un peu un côté de plus royaliste que le roi, de vouloir, tu vois, être calife à la place du calife. Et puis, même si aujourd'hui, Emmerich et son co-scénariste de l'époque, Dick Devlin, disent que oui, oui, c'était au second degré, Independence Day, j'en suis pas complètement convaincu. Je pense qu'il y avait quand même une part de, de, euh, de sincérité. Enfin, après, il est fort possible qu'il soit juste très conscient de ce qu'il faisait et qu'il savait qu'en en maniant un peu cette fibre patriotique, ça allait parler au public américain. Et ils ont eu raison, vu que le film avait surcartonné à l'époque. C'était le plus gros succès, je crois, de 1996 au box-office. Euh, Après, pour moi, la différence, c'est que Roland Emmerich, là, il se répète beaucoup. Il a vraiment du mal à se renouveler. Il refait un peu tout le temps le même film. Et surtout, bien que ces films véhiculent une certaine image, je ne sais pas si lui a profondément quelque chose à dire. On a capté qu'il y avait un propos écologique dans la plupart de ses films. Euh, et finalement, c'est peut-être ces films hors divertissement qui sont peut-être les plus intéressants, comme Anonymous qu'il avait fait sur le complot autour de la véritable identité des auteurs des textes de Shakespeare,
et son film que j'ai pas vu et qui est pas sorti en France, apparemment raté, Stonewall, sur les émeutes de la communauté LGBT dans les années 70, je crois. Parce que c'est d'ailleurs un réalisateur homosexuel. Enfin, je pense que c'est quelqu'un qui est fascinant. C'est quelqu'un sur qui il y aurait un bouquin à écrire, effectivement. Parce que justement, c'est le fait qu'un réalisateur allemand s'attaque à ce genre de cinéma-là est assez révélateur. Après, chez Michael Bay, je pense que ça se joue ailleurs. Il y a des pistes que justement enfin, que j'explore dans le livre pour essayer de voir ce qui anime sa vision un peu publicitaire, idyllique des États-Unis, qui viennent peut-être d'un trauma d'enfance. Je ne veux pas trop en dire, je laisse la surprise pour ceux qui liront le livre. Mais, je pense que voilà que Michael Bay a une vraie vision d'auteur et une vraie vision du monde qui émane de ses films. Là où chez Emmerich, ça me paraît plus superficiel et plus artificiel surtout. D'accord, très bien. Bah, ça tombe bien. C'est une bonne réponse. Ça. Je me suis dit, oula, peut-être que je voulais poser une colle sans le vouloir, mais du coup, on va peut-être commencer, pour revenir sur Michael Bay surtout. Qui c'est Michael Bay? Il sort d'où? C'est qui ce mec? Alors Michael Bay, donc c'est un cinéaste américain qui a commencé notamment dans la publicité et le clip. C'est comment dire? C'est vraiment un enfant de MTV et un enfant de beaucoup de prédécesseurs comme Tony Scott, comme James Cameron, comme Steven Spielberg, qui sont sans doute ses plus grosses influences, enfin les influences les plus évidentes. Et donc qui a été très vite repéré par Jerry Bruckheimer à l'époque où c'était le producteur de cinéma de divertissement aux États-Unis, qui l'a très vite pris donc sous son aile et qui est le producteur de ses 5 premiers films, pardon. Et donc qu'on a pu aisément considérer comme interchangeable avec beaucoup d'autres réalisateurs venus de la pub et récupérés par Bruckheimer comme Simon West ou Dominique Sena, tous les gens qui venaient un peu de la boîte de pub Propaganda qui avait été fondée, co-créée par Fincher. Mais justement qui, à mon avis, a réussi à se démarquer en ayant un style finalement, comme on dit, pour reprendre l'expression, souvent imité mais jamais égalé. Et vraiment en se démarquant des noms que j'ai cités, non seulement par sa longévité, avec une carrière qui finalement n'a pas périclité comme celle des autres, mais surtout voilà, qui a montré à la fois sa versatilité et surtout la cohérence qu'il peut y avoir au travers de ses films. Mais voilà, sinon c'est quelqu'un qui vient de la pub, qui a même parfois continué un peu à faire de la pub une fois que sa carrière cinéma a été lancée, et, euh, et où là aussi on pourrait le résumer à ces pubs Victoria's Secret qui sont des espèces on dirait presque des parodies de pubs pour c'est limite, on a à deux doigts du film érotique et en même temps qui témoigne, je pense, de cette vision exacerbée qu'il peut avoir de ce qu'il filme, est déjà un premier indicateur du recul qu'il peut avoir et qu'on ne lui reconnaît pas en fait, je pense souvent. Voilà, je sais pas, je suis un peu parti plus profondément que ce que tu me demandais peut-être, je crois. C'est très bien. C'est ça, quand on écrit un livre, je pense, on a plein de choses, plein de pages dans la tête, donc du coup, on part dans tous les sens, mais c'est très bien. Bah, du coup, je propose qu'on simplifie, on va aller, entre guillemets, film par film, peut-être pas tous pendant 3 heures, mais juste pour avoir un guide, puisque du coup, ça devient aussi un guide temporel dans sa carrière. Ça marche. Et son premier film, il me semble, si je ne dis pas de bêtises, que c'est un film qui a révélé un acteur qui est devenu hyper bankable. Enfin, c'est ce qu'il dit dans son autobio où il se vante d'être le gars le plus bankable de l'histoire. C'est un certain Will Smith, donc avec un certain Bad Boys. Exactement. Bah, en fait, justement, ce qui est assez fascinant, c'est déjà une anecdote assez intéressante par rapport à ce que Michael Bay a changé avec ce film. Il est arrivé sur un film qui, à la base, était destiné à être beaucoup plus une comédie et qui devait avoir pour acteurs John Lovitz et Dana Carvey, qui sont des acteurs de la troupe du Saturday Night Live à l'époque, dans les années 90. Et le projet stagne un peu. Lui, il décide de les remplacer, donc toujours par des acteurs techniquement qui viennent de la comédie, donc Martin Lawrence et Will Smith, qui à cette époque-là étaient les stars de leur propre sitcom. Martin pour Martin Lawrence et le Prince de Bel-Air, comme chacun sait, pour Will Smith. Donc déjà, il y avait un gros pari, mais lui, il a eu envie d'en faire un truc un peu plus, comme il le dit, un peu plus edgy, un peu plus sérieux, ce qui est assez marrant
connaît un peu Michael Bay aujourd'hui et qu'on voit souvent la comédie parasiter beaucoup de ses films d'action, là, c'est lui qui avait apporté l'idée de que ce soit un peu moins de la comédie et un peu plus sérieux. Et effectivement, il a transformé. C'est Will Smith qui raconte notamment cette anecdote, qui dit lui, il voulait pas faire cette scène vers la fin où il y a une course-poursuite et tu le vois courir au ralenti, en chemise de soie, ouverte sur son torse au ralenti, parce qu'il disait c'est ridicule. Et Michael Bay disait ce plan-là va faire de toi une star. Et Will Smith dit effectivement, j'ai l'air badass quand je le vois à l'image. Et c'est vrai qu'il dit, genre, après, les scénarios que je recevais n'avaient plus rien à voir avec ce que je recevais avant Bad Boys. Et effectivement, après, l'année d'après, il fait Independence Day, l'année d'après, il fait Men in Black, et c'est devenu le Will Smith, comme tu dis, un des acteurs les plus bankable et l'action star qu'on connaît aujourd'hui, quoi. Mhm. Et est-ce que sur ce film, qui est quand même son premier, il est encore en train de se tâtonner? Il est déjà plutôt à fond dans ce qu'il fait, Michael Bay? Il en est où? Quelle est la liberté pour un premier film? Pas souvent, un premier film. Enfin, en fait, à ses yeux, il a eu peu d'argent, il n'a pas pu faire exactement ce qu'il voulait, mais il dit quand même qu'il avait plus de liberté que sur les pubs où il est toujours quand même esclave de ce que le client demande et qu'on le faisait beaucoup plus chier sur les pubs qu'on lui fait chier au cinéma. Après, ça a été quand même un film où il a dû se battre. Il a dit, on a commencé, on n'avait pas de scénario. Il reconnaît que le scénario, il est pas ouf. La giga explosion finale qu'il y a à l'aéroport, à la base, les producteurs ne voulaient pas la filmer. Il a dû donner 25 000 dollars de sa propre poche pour pouvoir la tourner parce qu'il était persuadé que cette scène était nécessaire. Il disait aux producteurs, c'est la scène où les gens vont applaudir. Donc déjà, il témoignait en fait d'une vraie connaissance de son public et de son cinéma, et sa marque de fabrique est déjà là sur bien des aspects. Ça s'est peaufiné inévitablement par la suite. Moi, je pense que son suivant, c'est clairement son meilleur, et on voit déjà qu'il arrive à un niveau de maîtrise qu'il n'avait pas nécessairement sur le précédent, mais il y a beaucoup de choses dans les effets de style, que ce soit par exemple même son plan signature, qui est ce travelling circulaire sur deux personnages qui se relèvent au ralenti. Il est déjà là, il va le reprendre dans plusieurs films. Donc il y a déjà beaucoup de choses de son esthétique, de sa manière de cadrer, de mettre en scène qui sont là. Après, évidemment, c'est à petite échelle, sur un petit film, un premier film, où il y a encore beaucoup de comédie et où il ne pouvait pas être le Michael Bay destructeur et avec un film aussi riche en pyrotechnique que pouvaient l'être ces films par la suite, ceux pour lesquels on le connaît en fait. Mais c'est déjà un beau brouillon de ce qu'allait être son cinéma. Et j'ai envie de dire ça tombe bien parce que juste derrière, il fait ça. Et je profite déjà, quand j'en ai parlé, ce qui est intéressant, ce film, c'est de le comparer aux autres films d'action sortis à peu près la même année. Enfin, là, c'est moi qui parle, donc ça veut dire que peut-être qu'il va me contredire, évidemment, mais j'espère. Quand on le compare aux autres films sortis cette année-là, on a l'impression que The Rock en français, il n'y a pas le The en français, est un film très moderne, beaucoup plus moderne et beaucoup plus proche des films qui se font actuellement que les films d'action sortis à la même époque. Il y a vraiment un saut. Alors, c'est un saut qui, entre guillemets, puis là, je vais être un peu généraliste, qui, entre guillemets, est négatif, dans le sens où j'apprécie pas forcément les films d'action actuels par rapport à ce qui se faisait à une certaine époque. Mais Michael Bay, ce que je trouve très très fort, c'est qu'il est hyper moderne, c'est-à-dire beaucoup de coupes, des plans courts et tout ça, mais le mec, je trouve qu'il maîtrise cette façon de filmer. C'est un des rares gars qui arrive à être intense en faisant ces scènes-là, ces courses-poursuites, et qui arrive à être lisible, là où la plupart, ils y vont, et puis c'est... Comment on dit ça couramment? De la merde. Je pense qu'effectivement, il y a quelque chose qui a changé à cette époque-là. Il y a eu un peu une démocratisation de l'utilisation de la caméra à l'épaule, qui a pu connaître des excès après par la suite, et effectivement du montage, ce qu'on peut appeler un montage un peu frénétique mais enfin, justement, je crois qu'à l'époque de The Rock, il se vantait d'être le film avec le plus de plans au monde. Et c'est sur Bad Boys où il expliquait que il était obligé enfin, il avait limite enfin, il luttait contre son monteur parce que son monteur disait tu peux pas faire des plans aussi courts, tu peux pas couper aussi vite, etc. Et il disait si, c'est un nouveau style, etc. Et il dit, vous voyez, les films aujourd'hui sont réalisés exactement comme Bad Boys l'était, enfin sont montés exactement comme Bad Boys l'était à l'époque. Après, je pense qu'effectivement sur The Rock lui-même, il était à un niveau de maîtrise qu'il a pu d'ailleurs
perdre par la suite avec des films qui sont peut-être encore plus chaotiques à dessein, mais c'est pas parce qu'on fait quelque chose volontairement que c'est forcément réussi. Et sur The Rock, il y a vraiment quelque chose qui tient de l'horlogerie où voilà, je pense que c'est le deuxième. Il a plus de budget, il a plus de confiance en lui, il sait davantage ce qu'il fait, il a plus de maîtrise et il n'était pas encore complètement déchaîné et complètement dans la surenchère. Et surtout, il avait un script qui était beaucoup plus solide que certains des scripts qu'il a pu avoir par la suite. Et où, en fait, par la suite, c'est un peu genre, on vient voir un film de Michael Bay pour Michael Bay. Mais sur The Rock, et je dirais de manière générale sur ses meilleurs films, ce sont aussi ceux où il se met au service d'une histoire beaucoup plus carrée, beaucoup plus intéressante et beaucoup plus riche même thématiquement et dramaturgiquement en fait. Et je pense que c'était vraiment le cas sur The Rock qui en plus fait presque déjà office de film somme par rapport à son cinéma, par rapport à ses différentes thématiques, à la manière dont il voit le monde. Et, et du coup, il avait, ouais, voilà, c'est un peu, moi encore à ce jour, j'estime que c'est son meilleur film. Donc j'ai pas envie de dire qu'il avait atteint son apogée dès le deuxième, le pauvre, mais il y a quelque chose un peu de ça. Et effectivement, c'était à cette époque-là, enfin tu vois, comme tu le disais toi-même, en fait, il y a toujours un film d'action qui ressortait. Enfin, tu vois, en 94, t'as Speed. Et Speed est encore un peu, c'est réalisé c'était le premier film de Yann DeBond, qui était le chef-op de John McTiernan sur Die Hard et sur À la poursuite d'Octobre Rouge. Donc on est encore un peu, j'ai envie de dire, une mise en scène de l'action presque un peu à l'ancienne, en fait. Et McTiernan lui-même, je pense, va commencer déjà un peu à révolutionner ça avec Une journée d'enfer qui sort l'année juste avant The Rock, en 95. Et The Rock, c'est vraiment, bah, c'est la nouvelle génération. C'est-à-dire que, tu vois, Michael Bay a pu s'inspirer de Tony Scott. Et quand on regarde même la carrière de Tony Scott lui-même a fini par pousser son style dans des excès quand on regarde Man on Fire et Domino, qui sont encore plus, limite encore plus vrillés que du Michael Bay. Donc c'est quelque chose assez cyclique et chacun se nourrit finalement de ce qui a pu être fait avant. Et je pense effectivement, oui, qu'il y a un tournant qui se joue à ce moment-là, au milieu des années 90, avec différents films, dont The Rock. Ouais. Et dans ce film, il y a déjà certains, je parle non pas plus du style visuel, mais aussi au niveau de ses idées, parce que là, justement, il y a quand même, on va dire, un renégat de l'armée, et il y a déjà des idées à lui qui viennent se glisser, là où justement on le Ah, montre souvent avec des ouais, ouais, drapeaux. absolument. Bah, en fait, la figure du soldat sacrifié est quelque chose qui tient beaucoup à cœur à Michael Bay, et notamment parce que le thème, la notion du sacrifice, c'est quelque chose qui revient très fréquemment dans sa filmographie, où on va avoir, c'est un parcours entre guillemets somme toute assez classique, c'est des trucs qui renvoient que ce soit au monomythe ou enfin à différentes mythologies, tout ça, le fait que un personnage sauf masculin passe à l'âge adulte et devient un héros par le biais du sacrifice, mais chez Michael Bay, c'est vraiment quelque chose de très récurrent et de très ancré et de très lié à cette notion de la perte de l'innocence. Et c'est l'une des raisons en fait pour laquelle le livre s'appelle comme ça. Euh, Même si je m'amuse un peu du contraste parce qu'on s'attend pas forcément à ce qu'un livre sur Michael Bay s'appelle La fin de l'innocence. Mais c'est vraiment une thématique qui revient très fréquemment dans ces films et qu'on voit donc dans le parcours souvent d'un personnage un peu moindre, pas forcément le personnage d'action. Donc en l'occurrence ici Stanley Goodspeed qui est joué par Nicolas Cage et dont l'apprentissage se fait toujours au contact d'un personnage un peu dominant parce que Michael Bay a souvent recours à la dynamique du buddy movie. Donc ici c'est John Mason qui est joué par Sean Connery. Dans le film d'avant, c'était un peu le même rapport qu'il y avait entre Martin Lawrence et Will Smith. Et voilà, il y a cette idée que un enfant va devenir un adulte, un individu va devenir un héros. Ce sont déjà des thèmes qui reviennent au travers de sa filmographie, et ce sont des thèmes qui sont déjà là dans The Rock, au même titre que la thématique du soldat sacrifié qui donne toute son incarnation à l'antagoniste du film. C'est une des raisons aussi pour lesquelles le film est aussi réussi, pour reprendre l'adage de Hitchcock, qui est que plus votre méchant est réussi, plus le film sera réussi. Et là, c'est vraiment typiquement le cas. On peut, comment dire, on a de l'empathie pour lui, de la même manière qu'on a de l'empathie pour l'héros. On comprend un peu tous les points de vue du film, et c'est en ça que je disais que voilà, on avait un scénario qui était déjà solide pour un film d'action, et c'est ce qui fait notamment la qualité du film. Ouais, c'est qu'au-delà d'être juste un actionneur, il y a quand même un petit quelque chose, on va dire, qu'il y a un petit drame là-dedans et qui lui fait une qualité, en plus de cette, on va dire, je vais le dire comme ça, peut-être c'est un peu gros, mais cette révolution visuelle vraiment qu'on a
Enfin, quand on regarde le film, moi, c'est la sensation que j'en ai. Et bah, du coup, on va passer à un de ces films qui a été beaucoup critiqué. Et d'après les petits extraits disponibles du livre, t'en parles un peu justement pour dire que peut-être, justement pour ça que je parlais d'Emmerich, peut-être il y a un petit second degré, mais est-il vrai? Est-il fantasmé? Est-il voulu? Et puis en même temps, les Américains sont très patriotes, donc du second degré, mais jusqu'à quel point? On va parler, ladies and gentlemen, vous l'imaginez bien, de ça. Armageddon, justement, je pense que c'est vraiment le premier film qui montre la dichotomie qui peut être à l'œuvre souvent dans le cinéma de Michael Bay, c'est-à-dire que c'est un film que lui-même décrit comme une comédie sur des Monsieur Tout le Monde qui vont sauver le monde, justement, et que c'est un peu pour se foutre de la gueule du système, parce qu'il est parfaitement conscient qu'il est dans un truc de logique de film, où jamais des foreurs pétroliers ne seraient entraînés en 2 semaines pour devenir astronaute et partir sur un astéroïde pour l'exploser de l'intérieur. Et c'est parfaitement assumé. Il sait qu'il est en train de faire un truc bigger than life et absolument pas crédible et qu'on est au cinéma et que voilà, c'est une logique qui se retrouve jusque dans la direction artistique où il dit j'ai été à la NASA et j'ai vu que leur salle de contrôle, ça ressemblait à une vieille salle de classe d'école des années 60 et j'ai voulu plutôt la rendre sexy. Euh, mais dans cette volonté de la rendre sexy, c'est pas uniquement d'avoir une esthétique euh, plus attrayante et qui est sans doute une déformation professionnelle qui lui vient de la publicité, mais c'était aussi, comme il le dit en interview, l'envie d'être plutôt à la hauteur de ce qu'on s'imagine en fait. Où il dit moi, quand je pense à la NASA, je pense à des gens qui ont réussi à mettre quelqu'un sur la Lune. Donc je voulais illustrer, je voulais montrer la NASA comme ce qu'on peut s'imaginer en fait. Donc c'est davantage un film sur finalement l'imaginaire collectif. Donc on assume d'être dans quelque chose qui n'a pas vraiment vocation à être réaliste. Et pour autant, je pense que malgré tout ça, malgré la comédie, quand il fait la séquence du discours du président avec ce montage parallèle où il va d'un coup montrer la conclusion de différents arcs dramatiques qu'il a commencé à tisser au sein du film, que ce soit le couple de Ben Affleck et Liv Tyler, ou ce truc complètement inattendu du bras droit de Bruce Willis qui va voir sa femme avec son fils, visiblement qui ne sait pas que c'est son fils, et où finalement pendant le discours, le gamin voit et la mère qui avait prétendu que c'était un représentant lui dit hey, maman il y a un représentant à la télé, elle fait tomber le téléphone et là elle l'attrape, elle lui dit c'est pas un représentant, c'est ton père. Et tu vois, genre moi sincèrement, mais oui, moi j'ai les larmes aux yeux à ce moment-là. Je pense que malgré la distance qu'il peut avoir de manière générale sur le film, quand il compose une séquence au premier degré, quand il compose une séquence comme ça, il l'a fait au premier degré, il a envie que ce soit emphatique, il a envie qu'il y ait de l'émotion, il y ait de l'incarnation. Et très sincèrement, moi, je marche à fond. Je pense que c'est vraiment le genre de séquence, ça passe ou ça casse, et c'est inévitablement quelque chose qui a très vite clivé et créé les deux camps qui pouvaient exister vis-à-vis de Michael Bay. Mais voilà, je pense que c'est un film qui justement est intéressant par son côté un peu hybride, par le fait qu'il arrive à varier les tons, à passer donc de scènes entre guillemets de comédie où tu les vois face au psy en train d'être recalés à leur évaluation et à côté d'avoir ce truc super emphatique et où on voit des images d'à travers le monde, vraiment des images de publicité pour des assurances, quoi, tu vois. Mais, euh, mais où, je sais pas, pour les amateurs, bah, ça prend, ça fonctionne. Et je pense que c'est ce qui fait, en plus de scènes incroyables, de films catastrophes qui effectivement peuvent rappeler le cinéma de Roland Emmerich, c'est aussi, je pense, ce qui fait un peu la particularité du film. Et le fait que bah, finalement, peut-être ces images-là nous restent davantage en tête que celles de 2012 ou du jour d'après. Après, il ne faut pas aussi oublier un petit détail, c'est que nous, ça peut nous paraître kitsch, mais les Américains, ils raffolent du patriotisme et tout ça. Hein. Je pense que oui, ça répond à une certaine frange du public et qu'il est conscient que quand il fait un film, il parle à ce public-là. Et c'est une des questions que je pose dans le livre, c'est dans quelle mesure est-ce que il est en train de faire un film purement à l'intention du public en se disant ça va cartonner, et auquel cas il y aurait zéro sincérité de sa part derrière. Enfin, en gros, quelle est la part de calcul et quelle est la part de sincérité? Et je pense vraiment qu'il y a quand même, derrière le calcul, il y a une sincérité. Il y a le fait que finalement, il se reconnaît un peu dans cette Amérique-là, alors qu'il ne provient pas du tout de ce milieu démographique-là.
il s'identifie à ça et je pense que s'il arrive à le réussir, c'est parce que lui, ça lui parle aussi, quelque part. Je sais plus c'était qui disait à propos de Steven Spielberg que qu'il devait son succès au fait que le type de film qu'il avait envie de voir, c'était le type de film que tout le monde voulait voir. Et je pense que c'est un peu la clé, on peut pas purement cyniquement faire un film et en faire une réussite. Je pense il est nécessaire en fait d'y croire pour pouvoir y conférer en fait toute cette incarnation qui fait que des gens ils sont réceptifs. Donc, on va dire que le film, il a un côté, certes, où on sait que voilà, ce qu'on fait, c'est too much, mais en même temps, il y a une partie de too much qui est vraiment assumée et premier degré. Donc, le film serait au milieu, quoi, on va dire. C'est ça, Donc, c'est en ça. gros, Je pense que il accepte, il sait qu'il fait un film qui se passe pas dans le monde réel, mais il s'y engage à 100%. Il s'y engage à 100% parce que voilà, sinon ça marcherait pas, quoi. donc, morale de l'histoire, les deux camps ont raison. Et du coup, on va partir sur le film d'après, qui lui aussi a été critiqué un peu sur sur les mêmes tons, donc peut-être qu'on fera plus court. Il a été aussi critiqué avec une histoire de patriotisme. On se souvient tous de la réplique dans la deuxième partie du film où le gars il fait ouais, chef, là, machin, capitaine, caporal, je sais plus. Qu'est-ce que vous faites si vous êtes touché? Non, 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 moi je me laisse pas capturer. Moi, si je suis touché, je m'écrase sur une cible ennemie. Monsieur, les kamikazes, c'est les Japonais, si jamais. Je dis ça comme ça. Hein. Alors, Pearl Harbor. Alors, je vais donner d'abord un petit ressenti sur le film. Moi, j'ai l'impression que ce film, d'ailleurs, il était un petit peu vendu un peu comme ça, comme une espèce de suite logique à Titanic. Et je m'explique, Titanic avait cartonné, et puis celui-là, il est arrivé. Et c'était aussi le film qui se voulait être un peu comme Titanic. C'est et de la romance et du grand spectacle, avec cette fois-ci des explosions et la guerre. Et on va dire, pour schématiser, une partie plus girly avec romance, une partie plus mec avec de l'action. Et le film était un peu vendu comme ça. Totalement. En fait, là, il y a vraiment la volonté, je pense, à la fois pour Bruckheimer de composer un grand film à l'ancienne, comme les épopées et les films de guerre qu'il pouvait y avoir dans les années 40, et pour Michael Bay, la volonté de faire un peu son film sérieux, si je puis dire. Effectivement, son Titanic, c'est-à-dire que bah, de la même manière que James Cameron était considéré un peu exclusivement comme un réalisateur d'action et de science-fiction, euh, quand il fait Titanic, il cloue un peu le bec à tout le monde et on comprend pourquoi est-ce que il a envie de dire lui-même je suis le roi du monde quand il gagne tous ses Oscars. Et je pense que pour Michael Bay, il y avait un peu ça. Il sort d'une époque où certaines des principales revues américaines font des articles avec des titres comme est-ce que Michael Bay est l'antéchrist et, et où il a envie justement de dire que il n'est pas juste un réalisateur d'action, il n'est pas justement un réalisateur comme celui enfin, qui n'est pas juste le réalisateur de Armageddon où on en a rien à foutre de la logique et du réalisme et tout. Il peut justement s'attaquer pour la première fois à des faits réels et composer une grande aventure classique, essayer même d'être plus mesuré, de raconter une histoire sur presque 3 heures. Le problème, c'est qu'il prend une histoire enfin, particulièrement pétrie de clichés et où effectivement il y a un relent j'ai pas envie de dire nauséabond, mais où effectivement on essaye de transformer en victoire ce qui s'est passé juste après Pearl Harbor, c'est-à-dire plutôt que de finir sur la tragédie de Pearl Harbor, comme le fait globalement Titanic. Hein. Titanic, c'est pas soudainement on va exploser l'iceberg, tu vois. Enfin, là, non, c'est là d'un coup, il décide de finir sur le raid Doolittle, qui a été un truc finalement pas foncièrement efficace. Et voilà, pour essayer, enfin, un peu comme si on voulait transformer l'une des plus grandes tragédies des États-Unis en un film feel good. Et ça ne prend pas. Il reste que la scène de l'attaque de Pearl Harbor qui prend une grosse demi-heure au cœur du film est absolument extraordinaire. Mais justement, il y a quelque chose qui tient un peu de la dissonance cognitive, c'est-à-dire qu'on n'est pas du tout face à un truc type il faut sauver le soldat Ryan, dont on se rappelle tous des 20 minutes chaotiques, horrifiques, qui ne donnent absolument pas envie d'aller faire la guerre. Là, on est face à du spectacle. Et il y a malheureusement un peu un souci dans le fait de transformer en pur spectacle un peu euphorisant un événement finalement tragique. Surtout que la tragédie, même avec les gros sabots de Michael Bay, il arrive à la faire quand il compose un peu des tableaux avec ces gens qui sont en train de se noyer, ce genre de truc-là. Il arrive à le faire, mais au milieu, il ne peut pas s'empêcher, je pense. Là, c'est ça, pardon, c'est sa déformation en tant que metteur en scène d'action. Il a besoin de composer du spectacle et il le fait. Donc,
pris en tant que tel, indépendamment, c'est génial à regarder. Mais du coup, même ça, en fait, finalement, bah, dans l'intention, ça va un peu à contresens de ce qu'il voudrait faire. Le film demeure intéressant parce que justement, il est encore une fois traversé des thématiques de Michael Bay. Et là, c'est presque le pays tout entier qui avait besoin de perdre son innocence pour pouvoir en ressortir grandi. C'est tout le propos du film, que genre, il était nécessaire que Pearl Harbor arrive pour que soudainement euh, le pays sorte de son, de son isolationnisme, de son non-interventionnisme et tout. Euh, mais bon, le fait est que voilà, le film, là pour le coup, purement en tant que plaisir de spectateur, même ceux qui pourraient dire, moi, cette expression que je déteste, qui n'a pas de sens, genre, moi, je pose mon cerveau à l'entrée de ça et tout. Bah, là, même sans cerveau, on se fait chier un peu, quoi. Tu vois, enfin, je dis, j'adore Michael, mais sur ce film-là, clairement, il y a quelque chose qui a été raté, quoi. Donc, tu es en train de me dire que tu as écrit un livre sur Michael Bay et que tu dis qu'il a fait des films qui sont ratés. Il faut être objectif. Il faut être objectif. Après, même si de temps en temps dans le livre, je ne peux pas m'empêcher de laisser émaner mon avis. Mon but, c'était surtout après d'analyser objectivement les différentes thématiques qui se retrouvent dans ces films. Sans ça, moi, c'est Truffaut qui faisait cette définition des grands films malades. Où justement, ce qui est intéressant quand on a un auteur qui fait un film, c'est que même s'il est raté, il est intéressant. Et là, c'est le cas. Je pense que Pearl Harbor a un côté un peu gros film malade. C'est pas un bon film, mais quand on s'intéresse au cinéma de Michael Bay, ça demeure un film intéressant. Mais je trouve que, à vie perso, ça donne encore plus envie de lire le livre, justement, parce que bah, on n'est pas juste dans le c'est génial, et puis voilà, il y a un peu de recul. Ça, je kiffe. Mais moi, je vais le prendre, ce livre, hein. Même si j'aurais pu l'avoir en PDF, mais non, je ne veux pas, je veux l'avoir en physique. Je suis un pauvre mec. Du coup, on va passer au suivant. Le suivant, je pense qu'il y aura peut-être moins à dire, enfin, tel que moi je le vois, donc on va pas se mentir. Il s'agit, si j'arrive à le sortir rapidement, ce que je n'arrive pas, c'est Bad Boys 2. Donc, Bad Boys 2, je profite pour dire, c'est le premier de lui que j'ai vu au cinéma. J'ai envie de dire, c'est la suite en Michael Bayisation totale, des courses-poursuites en bagnole, hyper Michael Bay, de l'action, du machin, de l'humour, et puis ukulélé. Bad Boys 2, alors c'est fascinant parce que je pensais pas qu'il aurait eu comment dire, le suivi qu'il a eu par la suite. C'est-à-dire que moi personnellement, pour raconter mon expérience, je m'attendais justement parce que après le ratage Pearl Harbor, ce soit le retour de Michael à ce qu'il savait faire le mieux, à savoir le film d'action. Et finalement, il fait un film presque tout aussi boursouflé de 2 heures et demie, qui fait presque 1 heure de plus que le précédent, où ça part absolument dans tous les sens, où il y a des scènes de comédie aussi totalement ubuesques au milieu de scènes d'action démesurées. Et, euh, et en fait, j'avais été assez décontenancé et même, pour être tout à fait honnête, à l'époque, un peu déçu, parce que j'attendais finalement un truc plus proche de The Rock, donc très carré, très maîtrisé. Et finalement, c'est un gigantesque bordel. Mais je pense que c'est l'exutoire nécessaire dont avait besoin Michael Bay après justement le ratage de Pearl Harbor, où c'est vraiment, en fait, Pearl Harbor, c'est je vais vous montrer que je suis un réalisateur différent, et il n'y arrive pas, il se fait défoncer quand même. Et du coup, la Bad Boys 2, c'est un peu genre, ok, bah, vous me voyez que comme Michael Bay, le réalisateur de films d'action débile, machin, bah, je vais faire le film d'action le plus démesuré, le plus débile qui soit. Du coup, je peux comprendre en fait que pour certains, c'est leur Michael Bay préféré. C'est leur film préféré de ce cinéaste-là. Moi, inévitablement, comme je m'intéresse beaucoup à ce qu'il peut raconter de par ailleurs au travers de ses films, je trouve que réduire Michael Bay à Bad Boys 2, c'est assez réducteur, en fait, quoi, justement. Après, ça reste encore une fois un film qui, justement, est, est assez intéressant à analyser de par cet aspect OK, à quoi ça ressemble Michael Bay qui s'auto-caricature, en fait. À quoi ça ressemble Michael Bay qui veut vraiment, bah, comme tu disais, la suite bayisée, c'est vraiment genre, je vais faire plus Bay que Bay, quoi. C'est vraiment la quintessence de ce qu'on, de ce que ces détracteurs pensent qu'un film de Michael Bay est, en fait, encore une fois, de manière totalement assumée. Aujourd'hui, j'apprécie davantage le film, mais clairement, j'ai quand même une préférence pour les films où il essaie davantage de raconter quelque chose. Et si on passait peut-être sur un film où il essaye de raconter quelque chose, et je profite parce que le suivant, je l'aime bien, c'est The Island. The Island bon,
je suis pas un expert, mais beaucoup de gens l'ont comparé à THX 1138 d'un certain George Lucas, George Orwell, blablabla et compagnie. Hein. Mais donc on va dire la première partie se voudrait plus justement, vous voyez, je raconte un truc sur la société science-fiction, et puis la deuxième, c'est allez, vas-y, action, pampan, mais quand même avec ce fond. Et c'est ce qui fait que c'est un film que j'aime beaucoup, c'est que pour moi, il arrive à être un équilibre de gros divertissement. Un peu comme on a dit pour The Rock, c'est-à-dire de divertissement, mais il a aussi un petit truc en plus. Là où Bad Boys, même si je l'aime beaucoup, le 2, hein, c'est de l'action et de l'humour. Bah là, il raconte un petit truc en plus, j'ai envie de dire. Bah, je suis entièrement d'accord, en fait. Pour moi, c'est son deuxième meilleur film. C'est probablement son film le plus sous-estimé. C'est vraiment, pour le coup, je trouve qu'il réussit là un peu ce qu'il avait voulu faire avec Pearl Harbor. C'est-à-dire que bah, justement, dans la première heure que tu cites, qui est entièrement dénué d'action, je pense que ça doit être le film où il fait ses plans les plus longs, où il est le plus posé, où il est le plus vraiment concentré sur le fait de raconter cette histoire. Et en fait, c'est son premier film sans Bruckheimer et son nouveau producteur, c'est pas n'importe qui, c'est justement Steven Spielberg. Moi, je me rappelle qu'à l'époque où justement j'étais fan de Michael Bay et où c'était pas encore forcément très cool d'être fan de Michael Bay, j'avais vu Spielberg passer en 98, je crois que c'était à l'émission Bouillon de culture de Bernard Pivot. Il passait lui à l'époque pour justement Il faut sauver le soldat Ryan. La même année, il y avait Armageddon qui était sorti. Et justement, je me rappelle qu'il avait dit qu'il parlait de, de, de la jeune génération et qu'il disait Michael Bay a un des regards les plus uniques qui soit aujourd'hui au cinéma. Et donc, je suis pas étonné que finalement, bah, il ait été chercher Michael Bay pour le produire et justement mettre à bon escient cet œil, ce regard qu'a Michael Bay sur cette imagerie publicitaire. Et justement, c'est un film euh, où en sous-texte, Michael Bay va justement beaucoup interroger sa propre imagerie publicitaire et son rapport justement à la réalité et au faux dans cette histoire bah, de personnages à qui on cache la vérité. S'il y a parmi les gens qui regardent cette interview des gens qui n'ont pas vu The Island, je vais absolument pas le spoiler. C'est effectivement un peu sur certains points un pot pourri de beaucoup de films de SF, de THX 838 à l'âge de cristal, en passant même par Matrix. Mais, euh, mais c'est vraiment un film qui est intéressant, qui est très bien raconté, vraiment purement, même sans aller chercher le sous-texte que j'évoque. C'est un film où justement, encore une fois, voilà, il a un script solide, il se met au service de ce script, et effectivement, dans la deuxième partie, bah, les personnages se retrouvent propulsés dans un film de Michael Bay, et, euh, et là, le spectacle est au rendez-vous, mais en étant incarné par cette histoire, par cette thématique, par des vraies questions. Et du coup, je pense que ouais, c'est vraiment un film qui mérite d'être découvert ou redécouvert, parce que j'ai l'impression qu'aujourd'hui, finalement, on en parle assez peu. Juste après, on suivi les Transformers qui ont un peu, bah, du coup, phagocyté le cinéma de Michael Bay aux yeux des gens. Et donc, Oui. je conseille vraiment à tout le monde d'aller voir The Island, de remater The Island. Alors, je profite dans l'image, il y a Bumblebee. Bumblebee, il ne l'a pas réalisé, hein, mais je voulais mettre tout d'un coup Transformers parce que je n'ai pas du tout envie de faire film par film. Je déteste Transformers, je le dis honnêtement. C'est une saga, je peux pas. J'ai regardé le 2, j'ai pas aimé. Tout le monde m'a dit oui, mais le 1, j'ai regardé le 1, j'ai pas aimé. Un peu de m'a forcé à aller voir Last Night, j'ai trouvé ça nullissime. Ah, c'est le J'ai fait pire. mon Dieu, donc j'ai fait non, écoutez, c'est pas pour moi, voilà, c'est juste pas pour moi. D'ailleurs, je l'appelle avec beaucoup d'infection transdaube, cette saga. D'ailleurs, le dernier que j'ai vu au cinéma, c'est The Last Daube. Fini, voilà. Non, je déteste Transformers. Et ça me faisait. Parce qu'à l'époque, je disais, moi j'aime bien Michael Bay. Ouais, Transformers, machin. Non, pas Transformers. Les autres films de lui. Et en effet, tout le monde me parlait de ça. Bon, certes, c'était une saga qui revenait régulièrement. D'après ce qu'on a dit, c'est qu'il avait une espèce de contrat, ou en tout cas un accord, où il faisait un Transformers, parce que ça rapportait du fric, et ensuite il faisait un film à lui, un Transformers, un film à lui, etc. etc. Enfin bref, voilà. J'ai résumé mon avis rapidement, mais c'est pas à moi de parler. Transformers. Bah, c'est un peu ça. C'est-à-dire qu'en fait, ce qui se passe avec Transformers, c'est que avec The Island, il va se passer un peu la même chose qu'avec Pearl Harbor, en pire, parce que cette fois, le film va vraiment pas marcher du tout. Et donc, il se passe un peu la même chose. C'est genre, j'ai voulu changer qui j'étais, j'ai voulu faire un autre type de film, et le public n'a pas suivi. Donc, à chaque fois que Michael Bay essuie un rejet de la sorte, il va se réfugier dans une espèce de distance et de cynisme. La première fois, c'est avec Bad Boys 2, qui est une espèce de gigantesque doigt d'honneur à la bienséance, avec donc ouais, beaucoup de second degré. Et là, c'est un peu pareil, c'est-à-dire que c'est presque plus proche d'Armageddon, c'est-dire qu'il y a des aspects où il est clairement en mode on s'en bat les couilles. Quand le héros demande à Optimus Prime mais comment vous m'avez retrouvé, il lui répond totalement décomplexé grâce à eBay. Mais à côté, quand il fait par exemple la scène d'arrivée
des Autobots, c'est une petite séquence montage avec le même souffle emphatique qu'il pouvait y avoir dans la séquence du speech du président dans Armageddon. Et je pense que le premier, Transformers, a encore un peu cette dualité, cette envie de faire du merveilleux à la Spielberg, à la production Amblin, et en même temps, voilà, il sait qu'il est en train de faire un film adapté d'une licence de jouets, de robots qui se transforment en voiture. Tu ne peux pas te prendre trop au sérieux quand tu fais un film comme ça. Et le premier film garde encore un certain équilibre, même si on est déjà sur du film de plus de 2h20, avec beaucoup de scènes d'humour un peu parasites. Et malheureusement, par la suite, il va complètement. C'est-à-dire que les scènes d'action vont gagner en qualité, mais tout le reste va perdre. Et même à partir du quatrième, là, je pense que vraiment, il en a marre. En fait, ce qui se passe, c'est que il voulait faire le premier, il voulait plutôt faire le deuxième, il voulait pas en faire un troisième, il l'a quand même fait pour pouvoir faire Pain and Gain juste après, qui est un projet qui se traînait depuis 10 ans. Clairement, Pain and Gain, c'est quelque chose de beaucoup plus personnel. Il le fait, mais il est obligé de faire Transformers 4 derrière. En fait, à chaque fois, c'est ça, comme tu dis, il y a eu un deal avec Paramount qui a été, on te finance ton petit projet perso, et si tu nous fais un autre Transformers derrière, quoi. Et le problème, c'est qu'il s'est enfermé là-dedans. Il s'est enfermé là-dedans, et clairement, le cœur n'y est plus quand il fait Transformers 4, puis après 13 Hours, film beaucoup plus perso, plus réussi, plus intéressant, où il change encore une fois, et après il revient pour Transformers 5, et là vraiment, ça pour moi, c'est son pire film, c'est pire que Pearl Harbor, même en termes d'action, ça devient complètement déconnecté, c'est-à-dire qu'avec le temps, c'est un cinéaste qui a un peu perdu de son envie de mettre en scène, à proprement parler, une scène d'action, et ce sont juste des instants, en fait, comme ça. Des fois, c'est genre, ah, il y a un plan qui est cool, ou genre, ah, il y a deux plans qui se suivent qui sont cool, mais sinon, ça devient, c'est des espèces de micro-fulgurances dans un tout complètement incohérent et parfois même illisible, et il en va de même pour ce qui est du script, hein, évidemment. Et du coup, je pense que, ouais, voilà, c'est à un moment donné, il n'en pouvait plus des robots, quoi. Il en pouvait plus, il en pouvait plus, il en pouvait plus. C'est un cinéaste qui a toujours tenu à tourner avec des effets de plateau. Et là, je pense que même si il y avait une grande part d'effets de plateau avec les robots qui étaient intégrés après, il en avait marre de devoir composer avec une grosse partie de son film qui ne serait fait que d'images de synthèse et tout. Et c'est pour ça que par la suite, il est revenu à un cinéma beaucoup plus ancré, beaucoup plus en dur, même sur ses films d'action. J'avais un truc en tête et je l'ai oublié parce que j'écoutais, voilà, ça m'apprendra. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, c'est là où sont arrivés aussi, enfin bon, la saga Transformers a duré quand même quelques années, hein, entrecoupé d'autres films. C'est là que sont arrivées deux polémiques, en tout cas peut-être plus, mais le concernant. Le premier, c'est la réutilisation de plans. Par exemple, il y avait une course-poursuite qui revenait, où il y avait des plans qui revenaient de The Island, des trucs comme ça. Et il a été beaucoup critiqué pour ça. Ça, c'est la première polémique. Un avis là-dessus? Alors, ouais, ce qui s'est passé, en fait, ce que j'ai du mal à comprendre, je peux entendre le fait que il a souvent recours au même type de scènes d'action. Il y a beaucoup de scènes d'action, c'est des courses-poursuites sur des autoroutes. Mais après, le fait de réutiliser les mêmes plans, là, pour le coup, il y a une raison très spécifique. Déjà, il s'agit que de 3 plans de The Island qui sont réutilisés sur une course-poursuite dans Transformers 3. Et en fait, c'est parce que sur les plans de Transformers 3 qu'ils ont tournés pour ce plan-là, il y a un cascadeur, enfin, il y a un membre de l'équipe, je ne sais plus si c'est un cascadeur ou si c'est un opérateur, qui a malheureusement perdu la vie en fait au cours du tournage. Et du coup, ils n'ont pas voulu utiliser les plans dans lesquels où il y avait, où on voyait, ou en tout cas était impliquée la personne qui est décédée. Et c'est pourquoi ils ont remplacé ces plans-là par des images de ses propres films, en fait, de 3 plans d'un de ses précédents films. Et j'ai du mal à voir ce qu'il y a là-dedans de mal, en fait, de juste réutiliser 3 images de son propre film, en fait, pour pallier l'utilisation d'images qui se serait apparenté à du snuff movie, en fait, hein, tout simplement, hein, si on les avait gardés dans le montage et tout. Donc c'est un peu une polémique stupide, mais je pense que beaucoup de gens ne connaissent pas cette raison. Ils ne savent pas en fait que ces plans-là ont été. Ils voient juste sur ah mais il a réutilisé les mêmes plans, tout comme on utilise des fois des images d'anciens Disney pour dire genre ah, bah regardez Baloo qui danse, c'est la même chose que Petit Jean qui danse dans le Robin des Bois. Ah oui bah des fois ils n'avaient pas d'argent, ils réutilisaient des trucs. Là il y a une vraie raison et pour le coup malheureusement les gens ne la connaissent pas, donc cette polémique est faisandée bien comme il faut. Et l'autre, où il a commencé à se manger des critiques, c'est sur son utilisation des femmes dans les films et la manière de les filmer. Bah ça, après, c'est inévitable. C'est-à-dire que ce qu'on appelle aujourd'hui
enfin, c'est pas aujourd'hui, c'est un terme qui existe depuis très longtemps, qui avait été évoqué par Laura Mulvey dans son livre, le male gaze, donc ce regard typiquement masculin. Évidemment, évidemment, on peut absolument pas nier que sa manière de mettre en scène le corps féminin, comme je disais tout à l'heure, hein, par rapport à ses pubs pour Victoria's Secret, et là c'est un peu la même chose. D'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est de voir que il s'est complètement calmé sur ce type de mise en scène-là. Quand on regarde les personnages féminins de 13 Hours de Ambulance, on n'est plus du tout dans ce type de filmage. Donc je pense qu'il a quand même évolué, qu'il a changé un peu de regard sur ce truc-là, qu'il a sans doute entendu une certaine part des critiques. Après, de manière générale, parce qu'il le refait encore dans Six Underground avec certains des personnages féminins, ça reste quelqu'un qui reste ancré dans certains clichés du cinéma d'action, et où il sait que son public est majoritairement majoritairement masculin, donc il cherche à les flatter. Mais après, j'aurais tendance à dire, non, j'irai pas jusque là, mais je sais pas si finalement il filme Will Smith très différemment que ses personnages féminins quand il le filme dans les Bad Boys, par exemple, quoi. Mais bon, de toute façon, ce n'est pas une excuse du tout. Mais voilà. Mais c'est quelque chose qui est indéniable et qui malheureusement est assez récurrent dans le cinéma hollywoodien. Je profite, vu que je suis fan d'action des années 80, c'était ma période. Les Schwarzenegger et les Stallone qui finissaient torse-poil, il y en avait aussi. Oui, mais ils étaient moins, ils sont pas objectifiés en tant qu'objet sexuel, c'était plus regarder les beaux dieux grecs, quoi, tu vois. Ouais, on était limite plus proche de Leni Riefenstahl, en fait, que Donc, on était plus proche du nazisme que du cirque. Enfin bref, on va s'arrêter là sur cette discussion. Peut-être que nous allons passer au film suivant. Et justement, le film suivant, très intéressant. Donc, alors, si je ne dis pas de bêtises, il a donc fait Transformers 1 en 2007, le 2 en 2009, en 2011, il fait le 3. Et là, enfin, il fait le film qu'il avait envie, à savoir, justement, alors, c'est Pain and Gain en VO, et en français, VO, No Pain No Gain, qui est considéré par certains, et c'est vrai que par rapport à ces films d'explosion et tout, c'est presque un film... presque, hein, attention, il y en a qui disent c'est presque son film d'auteur et tout, ça reste quand même du très grand public, etc. Mais il fait un film qui surprend un peu, dans le sens où il n'y a plus trop de courses, enfin, je ne me rappelle plus, mais je crois plus qu'il y ait des courses-poursuites et de l'action dedans. Bien sûr, ça se poursuit un tout petit peu, mais sinon, c'est pas du tout un film d'action, c'est vraiment plus ce que lui, il appelait déjà à l'époque, et effectivement, qu'on peut résumer comme ça, un film un peu à la manière des frères Cohen, qui sont également l'une de ses grosses influences et une de ses grosses références, qu'il cite fréquemment, notamment pour l'humour, et même dans certains aspects de sa mise en scène, on peut retrouver des choses. Et en fait, voilà, c'est Michael Bay qui s'attaque à son propre cinéma, en fait. C'est Michael Bay qui, justement, s'attaque à cette imagerie masculine exacerbée, ce machisme, cette mise en scène maximaliste qu'il peut avoir, et qui, justement, la remet en question. En fait, typiquement, Pain and Gain, c'est un film sur des gens qui ont trop regardé de films, et limite, on pourrait dire qu'ils ont trop regardé de films de Michael Bay. Et du coup, c'est très intéressant de voir que il est dans une totale déconstruction de son propre cinéma, en voulant parler de la société, du culte des apparences, de, et du rêve américain, et de ce que le rêve américain en fait provoque chez les gens, et peut pousser jusqu'à la criminalité quand on leur fait miroiter la possibilité d'être plus que ce qu'ils ne sont. Donc c'est un film qui est, enfin, tout est politique. Il y a déjà eu de la politique dans ces films auparavant, mais celui-là, il y a vraiment quelque chose d'ouvertement politique dans ce que ça raconte du rêve américain et de la société américaine. C'est assez intéressant de voir qu'il est sorti la même année que Spring Breakers et Le Loup de Wall Street, qui traitent un peu de thématiques similaires, de ce que le- la société, les films, les publicités et les films de Michael Bay ont pu vendre comme idéal, comme mode de vie au public américain, qui du coup se retrouve complètement matrixé par ce truc-là. Et chez Michael Bay, ça se transforme en personnes qui ne sont pas prêtes à se sacrifier pour arriver à leur fin, et qui du coup doivent en payer le prix.
Ouais, tout à fait. Mais du coup, est-ce que justement, on parlait tout à l'heure de ce côté un peu patriote, drapeau américain et tout. Est-ce qu'il y a eu, les gens échangent un peu avec les années. Est-ce que du coup, justement, est-ce que c'est, je sais pas moi, une espèce de gueule de bois de Transformers qui ressort? Est-ce qu'il a changé? Est-ce qu'il y a une vision qui a changé? Est-ce que, ou c'est juste que bon, bah, c'est juste quelqu'un d'un peu équilibré, patriote, mais en même temps, il critique aussi certains points? Si, en fait, il y a vraiment un avant et un après, je pense, à cette époque-là. C'est-à-dire que déjà, on peut voir un switch même dans les Transformers où on voit que il est davantage question de trahison à partir du troisième film et du quatrième film et du cinquième film, que le rôle de l'armée n'est plus du tout le même. Quand il fait 13 Hours, après avoir fait Transformers 4, encore une fois, c'est pour montrer que l'Amérique n'est pas toute blanche, et même pour remettre en question l'interventionnisme américain et même la notion du soldat qui se sacrifie, ce qui est une énorme évolution de sa thématique. Donc il y a clairement une remise en question même de ce en quoi il croit, et ça se manifeste au travers de Pain and Gain et de 13 Hours, et même dans une certaine mesure de ambulance, le fait que oui, voilà, le réel américain est en déclin, que finalement l'Amérique n'est plus le pays qu'il croyait être ou qu'il était avant. Et c'est quelque chose, ouais, qui ressort clairement dans la deuxième partie de sa filmographie. Ce qui rend d'ailleurs, ce qui explique aussi sans doute pourquoi il en a plus rien à foutre de faire des Transformers après avoir fait Pain and Gain, où il a envie de raconter autre chose. Et déjà, même quand il fait Transformers 4, ce qui est le plus intéressant dans Transformers 4, c'est de faire d'Optimus Prime justement ce soldat sacrifié et trahi par le gouvernement américain. Alors après, ça colle à une certaine rhétorique républicaine qui est la défiance envers le, le gouvernement, mais je pense, je sais pas s'il pense aussi loin que ça. Je pense que lui, de manière générale, il y a cette idée de voilà de plus pouvoir faire confiance, et que les idéaux auxquels il pouvait croire avant ne sont plus aujourd'hui tellement de mise. Et ça se ressent au travers de ces films. D'accord. Alors, je profite aussi pour dire que, moi, je me base sur Wiki, hein, je n'ai pas encore le livre, je fais avec ce que je peux. Comme quoi, bon, il était producteur ou producteur délégué de pas mal de ses films, mais c'est vrai, là aussi, où il a commencé à faire pas mal en tant que producteur, produire pas mal de films d'horreur, et entre autres, les gens, enfin, ceux qui aiment l'horreur, oui, mais à travers sa société de production qui s'appelle Platinum Dunes, il a produit beaucoup des remakes de films d'horreur, de classiques et tout ça. Est-ce que Michael Bay producteur et Michael Bay réalisateur, est-ce que c'est juste je fais des choses pour avoir un peu d'argent pour faire mes projets, ou est-ce qu'il y a aussi une vision un peu, on va dire, d'auteur dans ses productions? En fait, quand on voit les réalisateurs qu'il a mis justement sur le coup pour ces films-là, je pense il y a la volonté de faire ce que d'autres ont pu faire pour lui, d'être un peu le Bruckheimer, parce que ce sont que des réalisateurs qui viennent de la pub et du clip. Et je pense que c'est ça. Je pense qu'il a voulu être, comme l'a été pour lui, quelqu'un qui met le pied à l'étrier à des gens qui viennent qui ont les mêmes origines que lui, enfin les mêmes origines professionnelles que lui. Après, ce qui est étonnant et ce qui peut rajouter de l'eau au moulin du cynisme en fait de sa démarche, c'est que ce sont au départ que des remakes. Alors que lui, exactement à la même époque, enfin, notamment à l'époque de The Island, il était content de faire un film original, et c'est un film original qui s'est planté, et en disant ouais, aujourd'hui les gens veulent plus que des remakes. Et après il est resté coincé dans des suites. Et justement, je crois que c'est dans Transformers 4 où il fait dire à un personnage aujourd'hui les gens ils veulent plus que des remakes et des reboots, euh, alors que c'est justement ce que lui-même il est en train de faire. Donc il y a une part, je pense, de conscience de comment fonctionne le marché. Et d'ailleurs, Platinum Dunes a arrêté de faire des remakes, et aujourd'hui est plutôt célèbre finalement. Leur plus gros fait d'armes, c'est Sans un bruit, le film de John Krasinski, qui L'acteur est un de scénario, 13 l'acteur Hours. de 13 Hours, ouais. Donc qui est un scénario original. Donc peut-être qu'il était nécessaire, c'était un mal nécessaire en fait, par lequel il fallait passer pour pouvoir lancer sa boîte, euh, et ensuite du coup pouvoir proposer des produits plus originaux. Parce que oui, personne n'a envie de revoir un remake en image de synthèse de Tortue Ninja, quoi. Pourquoi tu veux me parler de ce film, mon Dieu? De quoi, hein? Non, mais non, non, mais non, 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 ça suffit maintenant. J'en ai marre de parler de ça. Oh mon Dieu, il fallait qu'il me parle de ça. Je pensais qu'il allait me dire, genre je sais pas moi, de Freddy, machin. Non, non, les Tortues Ninja, bam, dans ta face, tiens, boum, en image de synthèse. Tiens. Deux, il en a fait deux. Il paraît que le deuxième, je l'ai pas vu, il est encore pire que le premier, il paraît.
Moi, j'ai pas vu non plus, ouais. Mais malheureusement, ces remakes de films d'horreur sont pas tellement plus qualitatifs que Tortue Ninja, hein. Tout à fait. Et ben, du coup, on va passer sur un film, on va partir sur 13 Hours. Donc, son Black Hawk Down, j'ai envie de dire, alors en français, ça fait La chute du faucon noir, ce qui fait très mal dit, mais vous voyez ce que je veux dire, le Absolument, ouais. film de Ridley Scott. Je trouve que, alors, c'est un film, vous remarquerez que les affiches que j'ai trouvées, il y a souvent le drapeau américain derrière, au passage, qui ne sont pas forcément les originales, hein. Mais euh, c'est un film qui s'inscrit clairement dans la veine de beaucoup de films qui ont lieu à l'époque, après tout ce qui est guerre en Irak et compagnie, hein. Mais j'ai vraiment l'impression, en regardant ce film, que je regardais La chute du faucon noir, quoi. La version Michael Bay, quoi. Ah bah, c'est totalement assumé. Je crois que c'est un film qui disait avoir, enfin, c'est un film qui est sorti la même année que Pearl Harbor, également produit par Bruckheimer. Je pense il a dû se dire à un moment donné, putain, c'est ça que j'aurais dû faire en fait. Et c'est déjà un film qui est une influence sur Transformers 3, où lui-même lui disait que la fin c'était Black Hawk Down, mais avec des Transformers quoi. Et donc ouais, il a voulu le faire. Ce qui est intéressant en fait pour moi, c'est que 13 Hours, c'est vraiment l'anti Pearl Harbor. C'est-à-dire que là, on va à l'os. Ça reste un film de Michael Bay par beaucoup d'aspects, mais finalement, c'est sans doute son film où il y a le moins comment dire, le, 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 le moins d'emphase, le moins de. C'est pas du tout vulgaire, en fait, dans la mise en scène, comme pouvait l'être, justement, d'une certaine mesure, Pearl Harbor. Ce que je disais tout à l'heure, du fait que Pearl Harbor, malheureusement, mettait en scène avec spectacle ce qui était censé être une tragédie, là, c'est plus le cas du tout. Il fait juste, je comprends, il y a une faute de goût, c'est qu'il reprend justement le célèbre plan de la bombe qui chute de Pearl Harbor, et c'est le seul plan d'ailleurs euh, où il y a des effets numériques, et du coup ça jure un peu avec le reste du film, 13 Hours. Mais sinon, voilà, le reste, c'est du Black Hawk Down, c'est un récit à l'os, vraiment, où on se concentre sur cette attaque, ce siège, et où en plus, donc, comme je disais tout à l'heure, il est intéressant de voir que il vire un peu de bord sur la manière qu'il a de voir le soldat, le fait de se battre pour une cause, etc. Il remet un peu en question ses certitudes qu'il pouvait avoir. Et c'est intéressant de voir voilà, qu'il le fait au travers d'un film ouvertement, encore une fois, politique, qui remet en question le bien fondé de l'interventionnisme du gouvernement américain. Mais du coup, c'est marrant parce que là, en parlant, j'ai un peu l'impression qu'il y a une espèce de deux phases à la carrière de Michael Bay. Il y a l'avant Transformers et on va dire le pendant après Transformers. Où avant, j'ai l'impression que voilà, c'est un faiseur. On a dit qu'il a essayé de faire des choses et puis que le public lui a dit, écoute, non. Et j'ai l'impression que Transformers, c'est un peu entre guillemets, hein, il y en a qui apprécient pas tout, mais c'est un peu comme lui, comme on a dit, au bout d'un moment, il n'en voulait plus, comme s'il avait un peu touché le fond artistiquement et qu'après il s'est dit, je fais ce que je veux, m'en fous. C'est un peu ça. Après, le problème, c'est que malheureusement, il fait ce qu'il veut, mais seulement s'il fait aussi ce que les studios veulent. Et du coup, il a été obligé de faire jusqu'à 5 Transformers, où lui-même aujourd'hui, il dit j'aurais dû m'arrêter bien plus tôt. Mais au moins, oui, voilà, il a pu faire Pain and Gain, sauf que Pain and Gain, encore une fois, ça n'a pas marché. Enfin, ça n'a pas cartonné. Pareil pour 13 Hours. Donc en fait, c'est un peu, à chaque fois qu'il fait un film perso où il essaie de raconter quelque chose, le public ne suit pas. Le public n'a pas envie de voir ça de la part de Michael Bay. Le public a voulu enfermer Michael Bay finalement dans du film d'action, dans du blockbuster, dans du Transformers, et il lui a fallu pouvoir réussir s'en extraire. Et l'échec d'ailleurs relatif cette année de Ambulance est assez décourageant, parce qu'effectivement Michael Bay c'est quelqu'un, à l'exception de Bad Boys 2 et donc des Transformers, c'est quelqu'un qui n'a fait que des films originaux. Enfin, quand je dis originaux, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas basés sur une œuvre préexistante, qui ne sont pas des remakes, etc. Il a produit des remakes, mais lui-même a fait son premier remake, c'est Ambulance. Et encore, c'est un remake qui n'a rien à voir avec l'original. Donc c'est quelqu'un qui accorde quand même de la valeur à ce type de cinéma-là. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est un cinéma qui se raréfie. Et pourtant, Ambulance est déjà un petit budget. C'est un film qui coûte 30 à 40 millions. C'est pas le budget d'un blockbuster. Et malheureusement, ça n'a pas marché. Donc c'est assez décourageant de se dire que même des gens comme Michael Bay, qui sont parmi les derniers, un peu comme Nolan ou Spielberg ou désormais Jordan Peele, à avoir leur nom à eux comme marque, alors que pour d'autres c'est Marvel ou Star Wars ou machin, et le public ne vient plus pour voir cette marque-là. Et ça risque d'être un truc qui va l'encourager à continuer à faire des trucs type Transformers.
ou à faire des produits de licence, de franchise, des suites, des remakes, tout ça. Mais pourtant, il n'a pas fait le troisième Bad Boys, c'est pas lui qui l'a réalisé. Non, non, mais je pense que là, il y avait clairement un côté, j'ai plus envie de faire ça. Il expliquait déjà à l'époque, juste avant de faire Transformers, enfin, quand il a fait Transformers, parce que c'est sorti la même année, il a dit qu'on lui avait proposé Die Hard 4 et qu'il n'avait pas voulu le faire parce que pour lui, c'était quelque chose qu'il avait déjà fait. Tu vois, voilà, je l'ai fait, j'ai pas besoin de refaire ce genre de film-là et tout. Donc, j'espère qu'il va continuer à essayer de se renouveler, de pas se coincer dans des suites. C'est-à-dire que finalement, même quand il refait enfin un blockbuster, on va y arriver là parce que c'est le prochain, mais quand il refait un blockbuster avec Six Underground, euh, ce qui est cool, c'est que c'est la première fois qu'il fait un blockbuster sans Bruckheimer, sans Spielberg, euh, et avec, encore une fois, des producteurs qui le laissent tout faire, vu que c'était Netflix. Euh, et c'est intéressant de voir que cette fois, il s'attaque plus à un type de style, à un type de film style Mission Impossible, et encore une fois, à remettre un peu en question à jouer avec les codes de ce type de film-là et à montrer des personnages qui sont absolument pas des agents secrets, qui sont désemparés un peu face à la réalité de Michael Bayenne, si je puis dire, de se retrouver dans ce type d'opération. Donc oui, c'est beaucoup plus gore. C'est ça qui est cool, c'est de faire un Mission Impossible qui est gore en fait. Euh, c'est beaucoup plus gore, c'est beaucoup plus dangereux que ce que pourrait faire un Ethan Hunt ou un Tony Stark, pour citer un autre milliardaire qui décide de devenir justicier. En fait, c'est cool de le voir que voilà, il continue à pousser à faire autre chose que des franchises et tout en continuant à jouer, à s'inscrire dans des codes. Finalement, il n'y aura jamais de suite à Six Underground, alors que c'était clairement euh, pensé comme le premier film d'une franchise. Et après, en même temps, lui-même n'a pas été parfaitement convaincu de l'expérience des plateformes. En fait, lui, c'est vraiment quelqu'un qui fait des films pour le cinéma. Je parle pas uniquement du grand écran, mais pour l'expérience de la salle, il le dit, pour le public. On sait, il l'a souvent cité par rapport aux exemples que je citais tout à l'heure, que le public est très important pour lui. Et finalement, d'avoir un film qui sort sur une plateforme où, comme il le dit lui-même, on vous dit juste, ah bah, il a fait tant de visionnages, même éventuellement peut-être juste des 7 premières minutes ou des 20 premières minutes, c'est pas très satisfaisant. C'est pas très gratifiant et je suis pas sûr qu'il soit prêt à reproduire l'exercice. Après, peut-être qu'il sera obligé de le faire parce qu'aujourd'hui, finalement, ça risque d'être le seul interlocuteur qui acceptera de faire des films aussi chers qui ne s'inscrivent pas dans une franchise. Mais bon, je lui souhaite pas encore une fois. Mais pourtant, Six Underground, alors bien sûr, comme on a dit, il y a la marque Michael Bay, hein, en effet. On a, on va dire, des courses-poursuites, tout ce qu'on kiffe de lui, on va dire, basiquement. Mais t'empêche, c'est un film quand même dans son histoire très, 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 on va dire, commercialisante. J'ai l'impression, perso, qu'il y a moins d'ambition, enfin, c'est pas une impression, hein, que dans un 13 Hours, que dans un No Pain No Gain. Complètement, complètement. Je pense qu'encore une fois, il y a un côté un peu. En fait, moi, c'est un film qui m'a fait penser à du Bad Boys 2 parce que c'est le même genre d'action destructrice et où on s'en bat les steaks d'absolument tout, mais où je trouve qu'il y a ce minimum de réflexion quand même derrière qu'il y a pas dans un Bad Boys 2 ou qui justement questionne le rapport à la fiction. C'est justement un film où un des personnages dit que c'est en fiction qu'à chaque fois le méchant est puni. Et c'est un film qui parle un peu de ça, qui parle en fait du fait que en fiction tout est toujours parfait, dans la réalité les choses ne sont pas forcément. Donc encore une fois, il y a une part de fiction et d'irréalisme totalement assumé par Michael Bay. Et je pense que c'est ça qu'il essaye de dire au travers de ce film. Euh, dans mon livre, en fait, après avoir il y a différents chapitres. Les premiers chapitres s'intéressent à l'aspect esthétique de ces films. Ensuite, il y a plusieurs chapitres sur les différentes thématiques de ces films. Et le film se conclut sur 3 chapitres où chacun est dédié à un film en particulier: The Island, Pain and Gain et Six Underground. Et justement, parce que je pense que Six Underground est un peu. Enfin, qu'on sous-estime un peu ce que Six Underground essaie de raconter. Et finalement, ça s'inscrit assez dans, dans la lignée de ce que The Island et Pain and Gain racontaient déjà, du moins par rapport à la vision que Michael Bay a de son propre cinéma et de ce que le cinéma et la fiction de manière générale représentent. Et donc c'est un film, je pense, qui est plus intéressant qu'il n'y paraît, même si je suis entièrement d'accord, c'était globalement assez mal fichu narrativement, ça faisait très pilote de série T. C'est un film qui continue d'introduire
ces personnages par des flashbacks alors qu'on est à 1 heure de récit. Donc il y a clairement des aspects sur lesquels ça fonctionne pas. Mais, euh, mais je pense que c'est pas juste la grosse gaudriole, le film Netflix de Michael Bay auquel on peut le limiter. Intéressant, ça m'intéresse. Et on va passer au dernier film en date du monsieur, Ambulance, ici présent. Yes. Ambulance, film que personnellement j'ai beaucoup aimé, qui, pour moi, c'est un film un peu rétro, quoi. On revient un peu aux années 80 avec ce film, j'ai envie de dire. Alors, pas du tout dans la mise en scène, hein, avec des drones à tout va et rien. Là, on sent qu'il passe un cap de Michael Bayry, on va dire encore. Mais je veux dire, dans le principe du film, moi, il m'a fait penser à Speed, entre autres, parce que oui, c'est cool, parce qu'ils sont dans un véhicule qui roule. Bravo, bravo, félicitations, merci. Non, mais je veux dire aussi dans le sens où dans Speed, il y avait des moments où on soufflait quand même, mais on soufflait en étant toujours à bord du véhicule. C'est-à-dire, il y a un moment où on était, comment dire, la situation se stabilisait un peu, même si elle n'était pas bien. Et il y avait ça. Et dans ce film, on retrouve ça. Je trouve qu'il y a un côté très, ouais, un peu, on va dire, années 80, 90, hein, évidemment. Et le film, il essaie de t'en mettre encore plus plein la gueule. Alors, c'est rempli de faux raccords, hein, on va pas se mentir, hein, tout ce qui est plan en drone et tout, mais moi, je trouve qu'il y va à fond. Alors, je profite juste, il y a juste un truc que j'ai adoré dans le film. C'est qu'il y a un flic blessé dans l'ambulance et il faut pas qu'il meure parce que s'il meurt, eh ben, il tue un flic et puis du coup, bah, ça devient grave. Sauf que pendant tout le film, il y a une course-poursuite de malades avec des bagnoles de police qui volent dans tous les sens, qui s'écrasent, qui explosent. Mais il faut pas que le flic meure. Attention. C'est juste le truc. Non, il faut pas que le flic meure, parce que si le flic meurt, ils peuvent exploser l'ambulance sans en avoir rien à foutre. C'est surtout ça. C'est-à-dire que s'ils savent que le flic est mort à l'intérieur, il n'y a plus rien qui les retient de balancer toute la sauce sur le véhicule. Ce qui se passe d'ailleurs à un moment donné, quand ils croient qu'il est mort, ils sont en mode bah, vas-y, c'est bon, feu vert pour les snipers, et allez-y, vous pouvez leur tirer dessus. C'est pas juste. Oui, à côté, évidemment, il se passe un moult de catastrophes, mais ça, peu importe, parce que c'est un peu comme s'ils avaient un otage. Oui, ça tombe bien parce qu'il faut que je le revoie. Je l'ai vu qu'au cinéma une fois et je me suis dit, attends, faut que je le revoie. Non, je l'ai vu 2 fois. Non, une fois. Donc, mais après, je suis d'accord avec toi, c'est un film qui renvoie. C'est un peu lié à ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que les années 90, c'était un peu aussi l'époque où fleurissait beaucoup de high concept dans le cinéma d'action, comme Speed notamment. Et là, du coup, le fait de revenir à du high concept comme ça, pour ne pas avoir à faire de la franchise, ça rappelle justement cette envie finalement d'aller vers des concepts originaux et de pas juste se rabattre sur une marque, sur une licence, tout ça. Et c'est cool, ouais, de le voir. Encore une fois, il explique qu'il développait un autre projet, mais qui prenait trop de temps, qui était plus cher, et qu'il avait besoin de tourner un truc à l'époque du Covid, donc il pouvait se faire plus facilement. Donc il a pris ce petit truc à petit budget, très peu de décors finalement, parce que quasiment tout se passe. Après, le véhicule bouge, mais la grande partie du film se passe dans le véhicule, donc c'était quand même plus facile à tourner. Ça reste un huis clos, mais à l'échelle Michael Bay, et en même temps, ça reste un putain d'exercice de style qui le force du coup à finalement avoir recours à des choses un peu différentes de ce qu'il a fait maintenant, de beaucoup travailler sur la tension, de continuer à raconter des choses. Encore une fois, il est question de dynamique de buddy movie, sauf que cette fois, on attaque frontalement la toxicité qu'il peut y avoir dans un tel rapport. Et il est encore une fois question de soldats que le gouvernement laisse de côté. C'est Michael Bay qui continue à raconter son cinéma et qui continue de se renouveler, qui a besoin de se ressourcer, je pense, en faisant un film qui, là, encore plus que Six Underground, est profondément ancré dans le dur. Je crois qu'il y a 2 plans, il le dit lui-même, et en plus ils sont pas très jojo, il est pas très content des effets spéciaux, avec des véhicules en images de synthèse, sinon tout est en dur. Les plans de drone sont justement une manière pour lui de pouvoir avoir ces plans que jadis il faisait uniquement par le biais du numérique et de la caméra libérée par le numérique et des images de synthèse. Là, il le fait en vrai grâce au drone FPV, et ça rajoute une urgence au film. C'est un peu comme si la caméra était Michael Bay lui-même, personnifié, happé par l'urgence, par le fait qu'il fallait absolument se rediriger tout de suite vers l'action. Donc c'est encore une fois super enthousiasmant de voir que au bout de son 15e film, il arrive encore à proposer des choses qu'on n'avait pas vues avant, il arrive encore à se renouveler, à se ressourcer, ouais, voilà, à proposer un spectacle encore une fois différent, tout en restant 100% Michael Bay. Moi aussi, je pense que c'est pas
c'est vraiment, c'est un excellent film. Pour moi, c'est un des meilleurs films de l'année, et c'est un des meilleurs films de Michael Bay. Et j'ai envie de dire, comme personnellement, ce que je trouve vraiment que Michael Bay maîtrise plus que toute autre chose, on l'a dit, enfin moi je l'ai dit, pour moi c'est vraiment les courses-poursuites là où il est le meilleur, donc là forcément, on te dit Là, tiens, on est servi, hein. on te dit ça dure je sais pas combien de temps, et c'est une course-poursuite, vas-y, accepte. C'est ça. Juste une question scénaristiquement, parce que du coup je suis largué, mais du coup, on l'appelle l'ambulancière, celle qui est l'otage, Ouais. interprétée par Isa Gonzalez, elle, les flics, ils croient que c'est une méchante ou un otage? Non, ils croient que c'est un otage, mais pour eux, elle est. Expandable. Ouais, voilà, c'est le mot que je cherchais. En fait, c'est ça. C'est vaut mieux s'en débarrasser. Voilà. Et comme ils n'ont pas d'infos sur ce qui se passe à l'intérieur, mais enfin voilà, ils s'en foutent. On peut leur tirer dessus. En tout cas, on ne prend plus le risque de blesser, enfin d'aggraver la condition médicale, la condition physique du flic à l'arrière. Si le flic est mort, bon, ben, on s'en fout, le véhicule il peut faire un tonneau, et puis voilà quoi, tu vois, Ouais. l'ambulancière sera un dommage collatéral acceptable pour pouvoir arrêter les deux fuyards quoi. D'accord, je me disais bien qu'il y avait un truc. Attends, il y a un truc. Ok, d'accord. Bon, bah, là, on a repassé en gros En gros, non, bah, en gros, on a fait ça bon. On va pas aller par quatre chemins. Est-ce que il y a d'autres choses dans le livre, juste pour nous donner un petit peu envie aussi, de certains petits thèmes qui sont développés, peut-être nous donner un petit extrait vite fait, d'autres choses qu'il faudrait vous dire sur Michael Bay? Alors, en fait, donc comme je disais tout à l'heure, il y a différents chapitres. Il y a 3 chapitres sur les récurrences esthétiques de son cinéma. Ensuite, il y a 5 chapitres sur les récurrences thématiques, et donc les 3 chapitres sur des films individuels, pour conclure. Mais à l'issue de chaque chapitre, il y a aussi soit une analyse de séquence, soit un cas d'étude sur un aspect. Donc ça peut être l'analyse de la séquence de l'attaque de Pearl Harbor, donc vraiment d'une analyse de mise en scène, ou une analyse d'un décor, par exemple le décor d'Alcatraz, et comment il représente la manière dont Michael Bay remodèle le réel en fait pour le plier à ce qu'il veut raconter. Et en fait, du coup, par moment, je me permets aussi ces encarts-là pour parler d'autres choses, comme il y a il y a tout un encart sur les pubs que Michael Bay a pu réaliser. Il y a un encart sur les caméos et les rôles que Michael Bay a pu tenir en tant qu'acteur enfin les apparitions pour être plus exact, qu'il a pu tenir dans des films ou dans des pubs. Et encore une fois, comment celle-ci, que ce soit ses pubs ou ses apparitions dans des pubs et dans des films, euh, raconte la même chose en fait, raconte son positionnement, traduisent un peu sa manière de voir les choses. J'ai essayé d'être le plus exhaustif possible en fait sur l'intégralité de qui était Michael Bay, que ce soit donc c'est comme je disais donc son style et ses thèmes, mais également tout ce qu'il a pu faire par ailleurs. Je m'appuie sur beaucoup d'éléments biographiques, je m'appuie sur également beaucoup de citations, soit de Michael Bay directement, soit de collaborateurs de Michael Bay. Donc l'idée, c'était vraiment d'avoir un regard complet sur la personne et sur son cinéma, sur son œuvre. Et j'espère que la lecture sera satisfaisante pour tous ceux qui le liront. Et Michael Bay, sur les tournages, on sait si c'est considéré comme quelqu'un de sympa. Non, c'est un connard. C'est un c'est un- connard, apparemment. C'est un dictateur. C'est même Megan Fox qui l'avait directement comparé à Napoléon et à Hitler, ce qui lui a valu visiblement d'être renvoyé des Transformers, même si la hache de guerre a été enterrée, vu qu'elle était dans les Tortues Ninja, justement. Je suis pas sûr Mais qu'elle ait été enterrée en fait. Il a fait ouais, viens, j'ai un projet, viens, tu vas voir, tu vas kiffer. non, Viens, viens. il a la réputation d'être vraiment coriace, et sans pitié, comme peut l'être un Cameron sur ses tournages également. Tu vois, je pense qu'il y a une nécessité en fait de mener d'une main de maître un peu ces tournages. C'est vraiment comment dire, un colonel sur un champ de bataille. Je me rappelle que à ce titre, le making of de Pearl Harbor était assez édifiant. C'était de voir, ça imposait le respect, justement, comment il était obligé d'avoir cette présence un peu imposante et de commander euh, les gens. Je suis pas en train de chercher des excuses à un comportement qui pourrait être problématique sur des tournages et tout. Je pense que c'est dans une certaine mesure
comment dire, ce qui peut avoir lieu sur beaucoup de tournages et tout, et peut-être qui a été nécessaire, j'en sais rien. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir que beaucoup de gens disent que au quotidien, il est pas du tout comme ça. C'est quelqu'un qui est même plutôt timide, voire un peu gauche. Et je pense que ça aussi, mine de rien, c'est assez révélateur parce que c'est quelqu'un qui dégage une espèce d'image de succès qui est à l'image de ce qu'il met en scène dans ses films. C'est quelqu'un qui collectionne les très belles voitures, c'est quelqu'un qui collectionne un peu les conquêtes, qui régulièrement va aux fêtes chez Hugh Hefner dans le manoir Playboy. Euh, mais visiblement, qui est cette espèce d'image masculine, encore une fois, ce signe extérieur de masculinité exacerbée, sont des éléments savamment travaillés de la même manière que il les met en scène dans ses films. Donc je pense que ça aussi, c'est un indice qui nous dit un peu qui est le vrai Michael Bay en fait, caché derrière toute cette façade. Ouais, puis comme on l'a dit, ces films, ils portent sa marque à lui. Donc, j'avais lu une interview de lui il n'y a pas si longtemps où justement il parlait, puis il était en mode très décontracté, limite insultant, ouais, machin, lui c'est un connard, machin. Enfin, il avait une manière de parler qui n'est pas classique d'une interview, où généralement on est là, oui, tout à fait, je crois que c'est le meilleur film que j'ai réalisé cette année. D'ailleurs, cet acteur est absolument incroyable. Enfin, vous savez, les bonus là qui servent à rien, là, des fois. Il cassait un petit peu ça. Et du coup, je me suis dit, tiens, peut-être justement, entre guillemets, qu'il joue un rôle, celui de correspondre à cette image. Et du coup, Michael Bay serait une marque, mais est-ce que Michael Bay serait un auteur? La grande question finale. Allez, je balance là. Absolument, absolument. Pour moi, ça fait pas un pli. Euh, c'est une des choses que le livre tend à démontrer. Encore une fois, c'était pas nécessairement le projet du livre de prouver que c'était un auteur, parce que j'ai limite l'impression qu'il n'y a pas besoin de le prouver. C'est quelque chose d'assez évident. On reconnaît un film de Michael Bay au premier coup d'œil. Si on reprend le principe de la caméra stylo, là, sa signature, elle est partout. À chaque fois qu'on regarde un film, il est évident que c'est un film de Michael Bay. On peut essayer de filmer comme Michael Bay. Il y a même des vidéos qui analysent les gens qui ont essayé de copier le style de Michael Bay en vain, parce que finalement, il est assez dur à reproduire, du moins à reproduire avec la même efficacité, la même force, la même emphase que lui peut amener. Et ensuite, je pense que justement, comme c'est quelqu'un dont on n'aime pas les films, comme c'est quelqu'un qui a un cinéma avec cette imagerie publicitaire exacerbée, et qui travaille presque exclusivement dans le blockbuster et qui a fait 5 Transformers, c'est quelqu'un dont on n'a pas vraiment étudié les films profondément, alors que, bah, comme le livre tend à le prouver, quand on s'y intéresse un peu, on dénote des récurrences thématiques. Et pour moi, enfin, c'est encore une fois, je me suis fié à la définition établie par les cahiers du cinéma à l'époque où justement ils ont voulu réhabiliter des réalisateurs qui n'étaient considérés que comme des techniciens, comme Hitchcock ou Hawks, de les établir en tant qu'auteurs. Si je reprends leur définition, Michael Bay en est un. Encore une fois, il écrit, c'est sa vision du monde qui apparaît au travers de ses films, au travers de ses récurrences esthétiques et thématiques. Et à partir de là, enfin, la discussion elle est close. Je pense que c'est une bonne phrase pour finir, non? Ça m'a l'air pas mal. La phrase de fin, la discussion est close. Donc voilà. Bon, alors, il sort quand? Parce que là, je crois qu'il y a les envois qui ont commencé, les précommandes qui sont Ouais, finies. Il sort quand exactement? ouais, en fait, il est dispo à partir donc du 15 novembre euh, enfin, depuis le 15 novembre sur le site de Aardvark, de l'éditeur, et ensuite il sera disponible à partir du 6 décembre dans les pardon, dans les librairies spécialisées. Donc voilà, donc je vous encourage à le commander sur le site ou d'aller dans des librairies spécialisées si vous en avez une dans votre ville. Il sera pas dans les Fnac. Et tant que possible, essayons d'éviter Amazon. Mais du coup, voilà, vous pouvez le commander sur le site et vous pouvez le trouver dans des librairies spécialisées. Et en principe, en fait, pardon, dans toute librairie, si vous avez votre librairie euh, attitrée, la librairie du coin, là où vous aimez aller acheter vos livres, vous pouvez le commander. S'ils l'ont pas, ce qui est probablement le cas, vous pouvez le commander, il sera livré, quoi. Vous pouvez l'acheter dans votre librairie. Il fait combien de pages? 244, 240, je crois. Ouais. Et le prix, il est aux alentours de Il est à 23 euros. 23 €, 240 pages. Ouais. C'est un livre avec
Ça aussi, je me suis permis une petite. C'était pas forcément le cas du livre de Marvin Montes qui avait sorti le premier livre dans cette collection-là chez Aardvark, le livre HK Action, le poing, le sabre et le fusil. Euh, euh, le livre de Marvin avait très peu d'images. L'idée c'était qu'il y avait que ces images pour la page titre, comme on est en train de le voir là à l'écran. Et en fait, comme je parlais beaucoup de mise en scène au départ, dans les fameuses analyses de séquences que j'évoquais, et puis même ensuite après dans les chapitres, j'ai demandé à l'éditeur s'il était possible d'inclure des captures d'écran pour pas que ce soit trop abstrait, parce qu'à partir du moment quand on essaie de décrire un plan et un cadre et même un mouvement, ça devient un peu abscon à la lecture. Et il m'a dit ouais, tu peux les intégrer. Et ensuite il m'a fait la surprise de l'éditer même couleur, ce qui n'était pas prévu à la base, mais qui rend quand même un peu hommage au plan de Michael Bay. Enfin voilà, c'est quand même beaucoup plus parlant d'avoir un couleur. Donc c'est vraiment un bel objet et qui encore une fois voilà, j'espère pourra combler les fans comme les néophytes et comme je disais tout à l'heure, qui sait peut-être même un ou deux détracteurs. Donc, vous l'aurez compris, chez Art Dark, hein, quand on parle de cinéma HK, que ce soit Marvin ou Sébastien, eh ben, c'est en noir et blanc, hein, mais dès qu'on parle de cinéma américain, c'est en couleur. Hein. Bon, je dis ça, mais il y a Fabien qui a sorti son livre et c'est un truc comme ça en couleur. On l'a aussi présenté. Donc voilà, c'était juste une blague, si jamais. Mais voilà. Bon, est-ce que tu as autre chose à ajouter, simplement, que sur l'auteur, sur le livre, sur n'importe quoi? Non, je pense pas. Je pense qu'on a bien fait le tour. Non, j'essaie de voir si j'ai oublié quelque chose. Mais les gens connaissent généralement le cinéma de Michael Bay. Là où justement, quand on a parlé sur Ingolam, l'idée c'était de reparler des films pour que les gens les découvrent et tout. Là ici, je pense que la plupart des gens connaissent Michael Bay. L'idée, c'est plus un petit poil plus loin que la base de Michael Bay. Ayez confiance en... Enfin, je résume un peu ce qu'on a dit, j'espère. Ayez confiance en l'idée qu'il y a peut-être un tout petit peu plus. J'avais une discussion aujourd'hui même sur Twitter en disant qu'un réalisateur, quand il réalise... Enfin, on reprend la base, qui disait non, moi c'est pas la mise en scène, moi c'est ce que je ressens. Oui, mais une bonne mise en scène vous fait ressentir les choses. Un plat qu'on mange, il a été cuisiné avant. Un film qu'on regarde, il a été filmé avant. C'est-à-dire que si la caméra était placée là plutôt que là, ça peut être dû au hasard d'un réalisateur qu'on a rien à cirer, mais généralement il y a une intention. Et si le film fonctionne, c'est parce qu'on a fait quelque chose. Une bonne mise en scène, comme un plat bien préparé, augmente le goût. Donc si Michael Bay est quelqu'un qui arrive en tout cas à vous plaire au niveau action et peut-être même, comme on a dit, au niveau de ses thématiques, jetez un petit coup d'œil, allez voir un petit peu plus loin. Voilà. Absolument. C'est très bien dit. C'est vraiment ça. C'est découvrir ou redécouvrir le cinéma de Michael Bay grâce à ce livre. Voilà. Après, il faut que je revoie Ambulance parce que j'avais loupé un truc, faut voir. Donc, merci beaucoup, hein, parce que je me souviens que je t'ai contacté, c'était genre, ouais, les horaires marchent pas du tout. J'étais, ouais, merde. et du coup, ça me fait super plaisir parce que Michael Bay, c'est un réalisateur que j'aime bien. Hein. D'ailleurs, petite parenthèse, malgré tout, réalisateur un peu, entre guillemets, ça n'a rien à voir, mais un peu hongkongais finalement, parce que c'est un mec qui aime bien faire des films d'action, ça défouraille, et ça s'arrête pas. Oui, absolument. Je sais qu'à l'époque de Bad Boys, beaucoup de cinéastes lui avaient fait la remarque parce que pour l'utilisation des ralentis et des plans un peu iconisants, ça pouvait rappeler John Woo. Et je crois qu'à l'époque, il avait dit qu'il n'avait jamais vu un seul film de John Woo. Je ne sais pas si c'est vrai ou si c'était une manière de se défendre et tout machin. Après, je dirais pas que les films de Michael Bay s'inscrivent dans. Quoique, il y aurait peut-être. Je faudrait que je vois avec Marvin s'il pense que des films comme Bad Boys ou The Rock peuvent s'inscrire dans le style de l'héroïque bloodshed hongkongais, mais. Non. À voir. Non. Je pense que je vais me prendre une volée de bois. Non, mais je pense pas que ce soit de l'Heroic Bloodshed. C'est quand même particulier, l'Heroic Bloodshed. D'ailleurs, on a fait une émission sur ce genre, si jamais. Je profite, je me fais ma pub maintenant. Donc, allez voir ça. Et puis, voilà. Regardez du Michael Bay, c'est bien. Et Transformers, c'est de la merde. Merci d'avoir. Ça, c'est moi qui le dis. Allez, merci et au revoir tout le monde. Au revoir.